Des attentats ont été revendiqués ce matin par Daesh. Bien entendu, nous allons nous intéresser maintenant au mouvement djihadiste avec nos invités. Rachid Benzine, vous êtes islamologue. Merci à vous d'être là. Raphaël Liogé, vous êtes sociologue. Wassim Nasr, vous êtes spécialiste des mouvements djihadistes. Manuel Valls, le Premier ministre, a déclaré sur TF1 il y a quelques instants « Nous sommes en guerre et nous frapperons l'ennemi djihadiste pour le détruire ». L'approche est la bonne? Moi, en tout cas, humblement, je ne pense pas du tout. Parce qu'on est toujours avec nos grilles de lecture du terrorisme des années 80-90, où c'était un terrorisme d'État, où le danger venait de l'extérieur. Là, aujourd'hui, on est passé à autre chose. Donc aujourd'hui, frapper en Syrie et en Irak, c'est pas pour autant que la menace terroriste interne va diminuer. Rappelez-vous, l'affaire Charlie Hebdo, les Kouachi étaient français, oui. Ils étaient là. Et toutes les autres attaques en Europe, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Australie, c'est toujours des locaux qui ne sont pas identifiés ou mal identifiés. Ceux qui sont déjà dans les rangs djihadistes, en général, ils sont bien identifiés. Il faut faire attention à cela. Aller frapper au-delà des mers aujourd'hui ne signifie pas forcément que la menace va diminuer. Et rappelez-vous, le jour même où il y a eu les attaques à Paris, on parlait déjà de la déroute de l'État islamique à Sinjar et le début de la fin. Donc ça n'a pas tardé. Qui a avancé aujourd'hui. Voilà, donc ça n'a pas tardé que l'État islamique a prouvé qu'il a pu frapper en Tunisie, qu'il a pu frapper au Sinaï en descendant un avion de ligne, à Beyrouth il y a 48 heures, et aujourd'hui à Paris. Vous êtes en train de nous dire que c'est lié quand même. Non, ce que je suis en train de vous dire, sur le terrain. Je suis en train de vous dire exactement l'inverse. Je vous dis que ce qui se passe sur le terrain de la guerre conventionnelle ou semi-conventionnelle n'a rien à voir avec la capacité de frappe terroristes en Occident. Quand il y a eu Charlie Hebdo, on demandait combien de djihadistes sont dans les rangs d'Al-Qaïda au Yémen. Ce n'est pas important. Ils ont réussi à motiver 2 Français. C'est ça qui compte. Raphaël Liogé, vous partagez cette analyse? Je partage l'analyse, surtout sur le début et sur cette question de... On fonctionne dans l'inertie des représentations des années 80-90 et d'un fonctionnement qui était aussi celui d'Al-Qaïda. Pourquoi on fait ça? Par bêtise? On fait ça tout simplement parce que c'est quand même plus facile de fonctionner par rapport à ce dont on se souvient, c'est rassurant, que par rapport à ce qui est en train d'émerger. On est paresseux, les services de renseignement français, le gouvernement, les politiques sont paresseux? Je pense qu'il y a une force de l'habitude. Et c'est... En fait, je vais vous dire, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 phénomènes qui sont distincts aujourd'hui, et ces phénomènes sont le plus souvent confondus. Ils peuvent se rejoindre, mais en fait, ils sont distincts. Donc, je pense qu'il faut faire une analyse de ces phénomènes pour pouvoir appliquer des solutions. On a du mal. Mais vous nous dites, par exemple, les lois contre le terrorisme. Attendez, une seconde. Le premier phénomène, juste une seconde, c'est qu'effectivement, il y a une forme de néo-fondamentalisme aujourd'hui en France, qu'on appelle de façon assez vague salafiste, ou tout ce que vous voulez, qui est très différent d'ailleurs du salafisme classique, et qui, lui, en réalité, est essentiellement axé sur la question des mœurs. Alors ça peut ne pas nous plaire, ça peut correspondre à certaines formes de communautarisme dans le rapport aux femmes, tout ce que vous voulez, mais ces gens-là, ceux qui portent la barbe, vous voyez, ceux des jeunes qui sont, ou des jeunes filles qui portent le voile, voire parfois le voile intégral, eh bien ces gens-là, ils sont radicaux, effectivement, mais ils sont radicaux uniquement dans le sens des mœurs, et ils sont complètement dépolitisés. D'ailleurs, ces leaders-là sont ceux qui sont essentiellement la cible de Daesh en France. Par exemple, l'imam Abu Daïfa de Brest, la cible parce que c'est eux qui sont sur le même marché, mais en dépolitisant en quelque sorte les djihadistes. Et puis de notre côté, on a un autre phénomène, c'est une sorte des nouveaux ninjas, moi ce que j'appelle les nouveaux ninjas de l'islam, c'est-à-dire des individus qui viennent de milieux dérégulés, qui sont d'origine maghrébine en général, mais pas tout le temps. Donc on dit improprement qu'ils sont d'origine musulmane. Et ces gens-là, ils ont cette vision où on leur intime presque l'ordre d'être musulmans. On leur dit qu'ils sont potentiellement des terroristes. Et en plus, comme l'islam a une image antisociale, ces gens-là ont tendance à désirer le djihad pour se venger. On pourrait dire que s'ils avaient vécu dans les années 60-70, ils seraient peut-être devenus skinheads. Or, ces phénomènes sont distincts et on les traite comme s'ils étaient confondus. Si les politiques sont anachroniques, alors qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Parce que c'est ce qui intéresse les gens ce soir. Ils aimeraient que ça s'arrête, tout ça. Je pense qu'il faut faire preuve de discernement dans la mesure où il ne faudrait pas se précipiter trop vite vers une lecture religieuse de ce qui vient d'arriver. Ce qui vient de nous arriver, d'abord, est un prolongement des conflits de l'autre côté de la Méditerranée, dans un espace géographique qui est en voie de décomposition et de recomposition. Et que, les terroristes ont été très clairs, vous êtes allés en Syrie, on vient ici. Exactement. Et donc cette dialectique-là, cette guerre qui était asymétrique, commence à devenir symétrique par notamment l'idée de la terreur. Ensuite, ces attentats
je dirais, ne sont pas nouveaux en France. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons des jeunes qui ont grandi ici dans la société française ou belge, qui sont capables de se retourner contre la société. Et Pourquoi ? Alors, il est très difficile aujourd'hui parce que je pense que c'est un phénomène qui est complètement nouveau vis-à-vis en tout cas de cette action et qu'il faudra du temps. Mais ce que nous voyons, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes qui sont en train de décrocher. Il y a au moins 3 décrochages. Le premier décrochage, c'est de se dire, finalement, qui passe par la délinquance, qui va jusqu'à vouloir punir la société. Donc, ça, c'est un nouveau phénomène qu'on a vu avec les frères Kouachi. Le deuxième, le deuxième décrochage, c'est l'idée que, faute de vivre ensemble, vivons entre nous. Et le troisième décrochage, qui est quand même très, très important, c'est faute de vivre ensemble, allons vivre ailleurs. Et donc, nous nous retrouvons dans un phénomène, je dirais, de mobilisation qui est très important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'écoutais notamment cette idée de l'unité nationale qui doit être très importante, mais qui doit se faire aussi avec les Français de confession musulmane. C'est très important, nous devons compter sur eux parce qu'ils sont quand même dans une grande part de protection. Moi, j'ai eu aujourd'hui des familles musulmanes qui sont très, très inquiètes comme nous. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant qu'ils sont dans une grande part de protection ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont là en train de surveiller leurs enfants, ce qui est en train de se passer pour aider la société française. Et il ne faut surtout pas oublier que, par exemple, que dans l'armée, il y a 10% de Français qui sont de confession musulmane et donc il y a du patriotisme. Donc attention à cette manière dont nous allons construire l'unité nationale qui va être très importante et déterminante pour les jours à venir. Il y a une grande peur de radicalisation au sein des familles musulmanes ? Il n'y a que ça, je ne vois que ça autour de moi et c'est un phénomène qui touche tout le monde. Mais attendez, il faut rappeler quand même que c'est un phénomène sociopolitique qui touche toutes les couches de la société et toute la société occidentale. Et donc, c'est un phénomène à prendre à sa juste mesure. Donc, pas comme juste un problème de délinquance ou de secte. C'est un vrai problème aujourd'hui inhérent à nos sociétés qu'il faut évaluer à sa juste valeur et prendre ces gens-là au sérieux avec toutes les guillemets qui s'imposent. Manuel Valls a déclaré tout à l'heure, nous devons expulser ces imams radicalisés. C'est ce qu'avait demandé un petit peu plus tôt dans l'après-midi Marine Le Pen. Et les déchoirs de leur nationalité je crois française. qu'il faut arrêter avec cette question des imams radicalisés, parce qu'il y a radicalisation et radicalisation. Radicalisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des gens qui sont obsédés par le fait d'aller chercher à la racine des fondamentalistes, du fondement, etc. Il faut arrêter de dire il y a des imams qui disent la musique c'est pas bien. Mais justement, c'est ce que je vous dis, c'est le rapport aux mœurs. Or, on confond les deux. C'est-à-dire, c'est certainement un problème social, ce rapport aux mœurs, ce rapport à l'écoute de la musique, etc. C'est un problème en France de dire à des enfants qu'il ne faut pas écouter de musique. Bien entendu, mais c'est un problème social extrêmement grave qu'il faut sans doute traiter. Il faut faire un certain nombre de choses. Néanmoins, si on veut être pragmatique, on veut être spécifique, il ne faut pas tout mélanger. C'est juste ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez justement ceux qui disent qu'il ne faut pas écouter de la musique, et puis après qui reviennent, qui sont plus ou moins radicaux de ce point de vue-là. Ils sont folkloriques. En tout cas, ce sont des gens qui, en général, sont les principaux ennemis du rapport au terrorisme. Pourquoi ? Parce que justement, ils estiment que c'est moderne et que c'est impur dans un certain sens. Et donc, ils opèrent sur le même marché de ces jeunes complètement déréglés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je vais vous reposer la même question qu'on a posée aux responsables politiques. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui qu'on n'a pas fait depuis le mois de janvier ? Donc, je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites par rapport au janvier dans la manière dont on traite les événements. Je crois qu'il y a d'abord une amélioration. Il faut être capable de la voir. Deuxièmement, ce que vient de dire Manuel Valls pose un problème parce que cela veut dire qu'il ne comprend pas ce qui est en train d'arriver aux religieux qui est en voie d'implosion. Aujourd'hui, les phénomènes de radicalisation, même s'il faut surveiller un certain nombre d'imams qui peuvent aller contre des valeurs de la société française, et il faut les pointer des doigts et leur demander des comptes, et si cela ne veut pas aller beaucoup plus loin. Mais le phénomène de radicalisation aujourd'hui, il ne se passe pas dans les mosquées. Ce sont souvent des gens qui ne s'inscrivent pas dans une structure communautaire. Ils sont en rupture, même au niveau de la communauté. Et ce n'est pas la formation des imams qui doit être faite, qui doit être très importante, qui va arranger ça. Parce que le phénomène, aujourd'hui, il y a tout un imaginaire médiatique de radicalisation, de violence à travers Internet qui vient fournir tout l'imaginaire pour le passage à l'acte. Voici l'importance des réseaux sociaux, d'Internet. C'est là le danger. Écoutez, quand l'imprimerie a été inventée, on dit que c'était l'imprimerie le danger. Vrai, ça faisait peur à tout le monde. C'est les idées véhiculées qui sont le danger. Internet n'est qu'un véhicule qui vous amène du point A au point B, comme l'imprimerie à son époque. Si on avait interdit l'imprimerie, Hitler aurait quand même écrit son bouquin. Et Marx aurait écrit son bouquin. Il n'a pas été publié partout, oui, et pas dans la même mais ce que j'essaie de vous version. dire, que c'est un phénomène donc sociopolitique, et donc c'est des gens qui sont en rébellion contre tous les systèmes.
qu'ils soient religieux ou sociétaux. Et rappelez-vous, et dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'exemples. Les communistes étaient très peu, les nazis aussi. Les abolitionnistes aussi, les anarchistes aussi. Donc il y a une vraie construction derrière qui va au-delà de juste la délinquance ou le sectarisme. Il y a une construction politique viable et il faut prendre ça à sa juste mesure. Et c'est comme ça peut-être qu'on pourra trouver les bonnes réponses. C'est pas en allant frapper par-ci ou par-là, en disant c'est des sectes ou c'est des anciens criminels qu'on va arriver à comprendre ce problème. D'abord, il faut le comprendre pour peut-être essayer de trouver les bonnes réponses. On en est loin. Je dirais que simplement que... pardon, Raphaël. Je dirais que c'est un phénomène à la fois social, politique, religieux et idéologique. Vous voyez, donc du coup, il va falloir qu'on travaille sur... Mais pardonnez-moi, on est complètement à la ramasse ici, dans ce pays, on ne comprend rien à rien. Parce que, non, mais il se trouve quand même que dans ce pays... En fait, vous êtes d'accord, vous dites oui, il se trouve on que quand comprend même rien. dans ce pays... Non, mais c'est pas ça. C'est que dans ce pays, on a aussi un problème aujourd'hui, en Europe en général, hein, et même en France en particulier. On le voit avec le succès des partis populistes, avec des discours d'extrême droite qui ont pour point commun, et qu'on retrouve même dans les partis classiques, d'être dans une sorte d'obsession de l'encerclement, de l'idée qu'on est atteint dans notre identité. Donc il y a un vrai problème relatif à l'identité. Moi, ce que j'ai proposé, et je l'ai proposé depuis janvier, puisque j'ai été le premier auditionné par la commission parlementaire sur la surveillance des filières djihadistes et des individus djihadistes en janvier, ce que j'ai proposé à partir de ce moment-là et ensuite à différents interlocuteurs politiques, c'est de mettre en place ce que j'ai appelé un observatoire national des identités, qu'on appellerait pluridentité. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, les gens se racontent, construisent leurs identités. Parfois, il y a des frictions et parfois, il y a des frustrations. On n'arrive pas à les repérer parce qu'il n'y a plus une construction stable à l'école. Jadis, c'était à l'école, à l'armée, dans d'autres espaces. Aujourd'hui, il y a Internet. Donc, il faut qu'on mette ensemble des psychiatres, des psychologues, des sociologues, des politistes et aussi, évidemment, des islamologues. Mais à la hauteur des événements, un observatoire, ça a l'air un petit peu dérisoire parce qu'on entend justement ces solutions-là et il n'y a pas de résultat. Peut-être que c'est dérisoire, mais on n'a même pas fait l'effort de mettre en place cet élément dérisoire pour changer de politique et ne pas être dans une politique qui soit avec une politique un peu idéologique, d'une laïcité. Je pense On va conclure. Je pense qu'il faut donc à la fois travailler sur du long terme là-dessus, mais il y a aussi la manière dont nous gérons, je dirais, nos affaires à l'étranger. Et notre politique étrangère, c'est cela aussi qui est visé. Une petite chose sur la politique et nous étrangère, devons aussi interroger ce que nous, en Occident, on fait par rapport à tous ces phénomènes-là. Et je crois que il y a une dimension de la politique internationale et géopolitique qui doit être absolument prise en compte et pas uniquement la dimension religieuse. Attention à ne pas confessionnaliser toute la problématique que nous allons avoir. Juste une chose sur la politique étrangère, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, moi j'ai été très critique là, de la politique française en interne. En revanche, au niveau international, je pense qu'aujourd'hui, les Français sont quasiment les seuls à avoir une politique cohérente. J'ai entendu juste avant vos invités dire il faut lutter contre Daesh. Mais Daesh, c'est quoi ? Daesh, c'est le soutien des populations frustrées depuis plusieurs générations par un régime qui n'est pas seulement dictatorial, mais qui est totalitaire. Donc, même les réfugiés, l'essentiel des réfugiés, ce ne sont pas les réfugiés qui fuient Daesh. Ils fuient Bachar el-Assad et ce que fait Bachar el-Assad. Donc aujourd'hui, il se présente comme celui qui est la barrière face à Daesh, alors qu'en réalité, si on ne peut pas attaquer Daesh directement, c'est parce que c'est pas une armée conventionnelle. Daesh est protégé par des populations qui sont oppressées par Bachar el-Assad. Donc tant qu'on n'aura pas fait tomber Bachar el-Assad, on n'arrivera pas à toucher Daesh. Ça, c'est très clair pour moi. Wassim Nasr, ça sera la conclusion. Moi, je pense qu'il faut juste avoir une politique cohérente et claire au niveau international, bien sûr, ne pas imposer un déni de démocratie aux peuples qui le veuillent, et sinon avoir vraiment une ligne de conduite claire, comme les autres pays qui ont une ligne de conduite claire et qui travaillent en respectant leurs intérêts et sans émotion. Il faut moins d'émotion. Juste un pays, par exemple. Les Turcs, les Israéliens, les Russes, les Iraniens, ils n'ont pas les mêmes intérêts, mais chacun travaille pour ses intérêts d'une manière pragmatique. Il n'échappe pas aux attentats. On va faire un dernier bilan, Victor. Oui, ce qu'il faut retenir ce soir avant de retrouver une vie presque normale pour ne pas céder au terrorisme, le bilan est désormais de 129 morts, 352 blessés, dont 99 en état d'urgence absolue. Et selon le procureur de la République de Paris, 7 terroristes sont morts finalement. Parmi eux, un Français identifié et fiché pour radicalisation. Des perquisitions sont toujours en cours. Côté politique, un congrès extraordinaire se réunira lundi à Versailles. Et puis surtout, nous pensons ce soir aux familles et aux proches des victimes. Après le choc, un long et douloureux deuil débute ce soir. Une pensée maintenant pour Johan, qui est journaliste chez Flab, les producteurs de cette émission. Il est actuellement au bloc opératoire. Il a été blessé hier soir. Il était au Petit Cambodge, dans le 10e à Paris.
Nous pensons évidemment à toi et nous t'attendons. Demain, édition spéciale du supplément en direct à 12h30. Il sera présenté par Ali, bien entendu, suivi de l'effet papillon en direct lui aussi et en clair, présenté par Daphné Roulier. On était très heureux de pouvoir prendre l'antenne ce soir pour partager ce moment avec vous. Très bonne soirée sur Canal. Merci à vous, messieurs. Bonsoir.